Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, on va regarder l'état du centre-ville pour le premier quart de 2023 en ce qui a trait au développement du centre-ville en termes de multilogement, commercial, immeubles à bureaux et terrains. Donc, l'économie a ralenti au début de 2023. On a vu le PIB fondre jusqu'à 0 % au mois de février, étant très faible au début de l'année. Mais on se rend compte d'une chose en particulier, c'est que les gens continuent à consommer, notamment en termes de restauration, en hôtellerie et tous les services connexes au lifestyle. Et c'est ce qu'on observe au centre-ville de Montréal. Donc, vous savez que la majorité de la clientèle locataire du centre-ville de Montréal est âgée de 25 à 35 ans et se situe du côté ouest du centre-ville de Montréal, près du Centre Bell et près des axes de Griffintown, Ville-Marie, également de Shaughnessy Village, qui est un secteur qui est très chaud en ce moment pour tout ce qui est nightlife, sorties et lifestyle. Et tranquillement, pas vite, la Ville de Montréal s'est bien rendu compte de cet engouement du côté ouest. Donc, les gens consomment beaucoup, réinjectent au niveau de l'économie urbaine et demeurent même au centre-ville de Montréal. Donc, il y a des écosystèmes qui se forment tranquillement, pas vite, au terme de locataires. Et ces locataires-là sont prêts à payer quand même des montants de loyer qui sont élevés, même si l'économie va moins bien. Donc, c'est un point intéressant. Autre chose qui est intéressant de constater, c'est le maintien du centre-ville au niveau des loyers. Donc, pour les immeubles neufs et rénovés de façon importante, les loyers demeurent à des proportions élevées par rapport au restant de l'île de Montréal. Également, le TAL a permis une augmentation considérable cette année, ce qui se reflète très bien sur des loyers plus élevés. Donc, par exemple, si vous montez de 5 % un loyer de 2 000 $, vous allez nécessairement récolter beaucoup plus d'argent que si vous montez un loyer de 5 % sur un loyer initial de 800 $ par exemple. Et c'est ce qu'on voit au centre-ville de Montréal. Donc, ça nous permet de maintenir nos niveaux de loyer plus élevés et de refinancer nos actifs à des sommes plus élevées à travers le temps. Maintenant, ce que la Ville de Montréal veut répéter, c'est exactement la même chose du côté est de Montréal. Et on va en parler dans quelques instants, mais auparavant, j'aimerais qu'on regarde deux transactions majeures qui ont eu lieu au centre-ville de Montréal au mois d'avril, au mois de mars 2023. Une sur la rue Saint-Marc pour un immeuble de 22 étages béton, vraiment un actif standard, hein? Donc immeuble en béton, quand même avec des grands logements, construction 1975, 22 étages et au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux pour desservir la clientèle locale et aussi desservir la clientèle de l'immeuble. C'est des actifs qui sont de plus en plus rares du côté ouest de Montréal. Pourquoi? Parce que la majorité des actifs qui sont très près du centre-ville ont déjà été revendus et ont changé de main, ont déjà été optimisés. Donc, on voit ça de moins en moins du côté ouest de Montréal, mais on va voir également ces vieux actifs-là, plus vieux actifs, des actifs existants, 1975, disons des années 65 jusqu'aux années 80, étant déjà partiellement optimisés en compétition contre des actifs complètement neufs qui viennent d'être construits au courant des années 2018 à 2021 en général. Il y a encore des nouvelles constructions en train de se faire en ce moment de multilogements, donc des actifs plus âgés, quand même loués à des montants de loyer élevés par rapport au restant de Montréal, en compétition avec des actifs à vendre, soit en condominium et qui sont reloués par la suite par les propriétaires à des locataires, ou simplement des immeubles multilogements neufs et récents construits qui sont en compétition avec des immeubles existants. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un écart. Donc, par exemple, dans un immeuble existant, le loyer moyen peut être à peu près de 2 $ du pied carré en moyenne. Et sur un immeuble plus récent, on peut tomber à 3, 3,50, même 4 $ du pied carré, dépendamment d'où l'actif est situé et quels sont les attributs du secteur de l'immeuble et également les superficies des logements. Donc, intéressant de voir qu'il y a un écosystème qui se crée entre les immeubles existants multilogements et les immeubles complètement neufs qui sont en train de se faire construire en ce moment. Donc, ma première transaction fait saillant, c'est une transaction d'un immeuble béton 22 étages, construction 1975, qui quand même s'est vendu à 180 000 la porte en moyenne, ce qui n'est pas nécessairement excessif dans un marché où est-ce qu'on voit que le prix moyen de la porte en Montréal en ce moment se situe
environ à ces prix-là. Donc, un actif qui est vendu quand même abordable, mais qui nécessite des travaux de mise à niveau quand même importantes. Sur un immeuble de 29 millions de dollars, quand on rénove les aires communes et on rénove les logements, il y a quand même pas mal d'argent à mettre, mais une optimisation certaine dans le sens que si l'argent est investi, on va nécessairement pouvoir augmenter les loyers et on a un écart important par rapport aux immeubles neufs, comme je viens de vous expliquer. Deuxième transaction qui combine plusieurs immeubles sur la rue Lincoln. Pour ceux qui ne connaissent pas Lincoln, c'est très près encore du Centre Bell. C'est un secteur chaud qui est assez serré, là, le secteur ouest de Montréal, parce qu'il n'est pas très étalé comparativement au secteur est. Une transaction qui s'est faite pour des immeubles 1915-1930 amalgamés un contre l'autre, à peu près une quarantaine d'unités. Et là, il y a un jeu fiscal qui a été fait. Donc, il y a un plus petit immeuble qui s'est vendu quand même cher à près de 400 000 la porte et un plus gros immeuble qui s'est vendu à près de 150 000 la porte. Donc, c'est intéressant de voir que les deux combinés, on fait une moyenne, puis on arrive à quand même quelque chose d'intéressant. Autre point que je vais vous expliquer, c'est en termes du zonage et de l'usage qui est permis actuellement du côté ouest de Montréal. Donc, j'ai un immeuble en particulier qui vient à mon attention. C'est un ancien, au fait, c'est un immeuble qui vient d'être construit. C'est un ancien stationnement à air ouverte qui a été densifié à une hauteur de 10 à 11 étages sur la rue Mackay. Et c'est un exemple qui est vraiment exceptionnel dans un endroit où est-ce que le zonage est quand même restreint par rapport aux hauteurs permises. Finalement, le promoteur a réussi à obtenir une dérogation pour ne pas avoir de commercial dans son immeuble, donc uniquement avoir des unités résidentielles et également une permission de construire en surhauteur. Donc, c'est une exception au zonage qui a été obtenue et à un tel point que ça c'est véridique, c'est que l'immeuble est déjà construit en ce moment, est en train de se faire louer et est en finition. Donc, c'est intéressant de voir que la ville est prête à densifier davantage sur des sites qu'on ne pensait pas densifiables. Et ça, c'est du côté ouest de Montréal. Également, près du secteur centre de Montréal, en ce moment, il y a quand même des repositionnements importants par rapport à des sites institutionnels qui ont été abandonnés à travers les années. Je pense à des anciens hôpitaux, je pense à des sites qui appartiennent indirectement encore par le Vatican, qui ont été vendus ou qui sont sur le point de se faire vendre et se faire optimiser ou repositionner. Donc, il y a quand même un désir permanent de l'autorité publique à venir densifier de façon responsable des sites institutionnels dans le sens qu'on va respecter des vocations historiques et on va aussi tenter de placer des marqueurs culturels dans ces immeubles-là, donc conserver des zones type musée pour qu'on puisse garder un souvenir de ce qui s'est passé sur ces sites-là, toujours en respectant la densification. Donc, on a parlé de l'ouest de Montréal, du centre. Allons du côté est de Montréal en ce moment. Il y a un engouement majeur pour l'est de Montréal en termes de développement. La ville a déjà des plans d'ensemble s'étendant du centre de Montréal jusqu'au secteur est, au fait jusqu'au pont-tunnel. Un réaménagement qui est prévu dans tous ces secteurs-là à travers les années. Donc, quelqu'un qui veut investir aujourd'hui et qui veut que son investissement porte des fruits sur 30 à 40 ans de façon importante, bien, je vous invite à faire des acquisitions du côté est de Montréal à partir de la rue Saint-Laurent et aller jusqu'au pont-tunnel. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, si on regarde le secteur qui est secteur chaud en ce moment, qui est près du centre, mais du côté est de Montréal, donc allant de la rue Saint-Hubert. Voyez un petit quadrilatère là, de Saint-Hubert jusqu'à Fulham, donc immédiatement à l'est du pont Jacques-Cartier, jusqu'à Sherbrooke au nord et jusqu'au fleuve Saint-Laurent au sud, donc incluant une grande partie du secteur sud de Montréal, du Vieux-Montréal. Il y a un plan particulier d'urbanisme qui a été mis en place, qui a été voté et il y a vraiment un désir d'aménager de ce territoire-là de façon intelligente en considérant plusieurs facteurs. Quand je vous parle de ce plan particulier d'urbanisme, on parle du PPU des Faubourgs, qui est un plan ambitieux qui veut connecter complètement l'est de Montréal avec le secteur centre de Montréal et offrir une densification dans un contexte et avec une vision particulière de développement en respectant plusieurs éléments. De un, on veut installer en place un milieu de vie important
basé sur le lifestyle, où est-ce qu'on a une collectivité avec tout ce qui est commercial et aussi tout ce qui est résidentiel, toujours en respectant les vocations historiques et en mettant en place des transports en commun et un flux de circulation qui ne va pas déranger l'accès au centre-ville, mais qui va permettre de l'améliorer, toujours en gardant des zones résidentielles qui ne seront pas affectées par des transports importants de style autoroute ou autre. Donc ça va être mis en place sous peu. Aussi, on va vouloir respecter un certain cadre bâti et une forme. Donc, on va vouloir que le centre-ville respecte une architecture particulière. On va vouloir densifier en escalier. Donc, c'est-à-dire que si on est plus près du pont Jacques-Cartier, on va vouloir une densification plus basse en hauteur et respecter un certain visuel par rapport à la montagne, au Mont-Royal et au centre-ville de Montréal pour avoir un cadre bâti qui, de un, respecte l'environnement, qui est résilient dans sa construction, c'est-à-dire qu'on ait une constance architecturale à fur et à mesure qu'on avance vers le Vieux-Montréal, à fur et à mesure qu'on s'avance vers le fleuve, à fur et à mesure qu'on s'avance vers le centre-ville. Également, la Ville de Montréal a prévu un plan pour réaménager complètement le boulevard Notre-Dame, justement pour améliorer les flux de circulation, prévoir aussi un système de transport en commun qui va être beaucoup plus efficace pour permettre à tous les gens de l'Est de Montréal de circuler vers le sud, vers le fleuve Saint-Laurent et de pouvoir avancer vers le centre de Montréal de façon efficace. Là-dessus, on parle de plans d'aménagement aussi qui vont respecter la nature, d'espaces parcs, etc. Donc, quand on améliore les transports, automatiquement, on va améliorer tout ce qui est consommation. Donc, les gens vont vouloir consommer plus de façon locale. On va aussi permettre une meilleure densification au niveau résidentiel et améliorer les transports vers le centre de Montréal. Donc, pour faire un résumé du plan de réaménagement du boulevard Notre-Dame, on veut mettre en place le transport collectif, on veut améliorer le transport de marchandises. On sait qu'il y a beaucoup de camions de grande taille qui circulent dans cette zone-là, qui créent des bouchons de circulation. On veut ajouter l'accès aux espaces publics, incluant les espaces commerciaux, à la connectivité avec Sainte-Catherine également. On veut respecter les composantes patrimoniales, les mettre en valeur et offrir aux touristes et aux gens qui habitent à Montréal l'accès à ces composantes patrimoniales-là, les mettre de l'avant. Au niveau du lifestyle, on veut mettre en place des pistes multifonctionnelles pour améliorer la circulation et piétonne et par vélo à Montréal. Et on veut faire tout ça dans le respect des impacts au niveau sonore, au niveau climatique, au niveau pollution, etc. Et tout ça, naturellement, doit être accepté par Québec, par Montréal et aussi par les citoyens locaux. Donc, c'est un beau plan d'aménagement qui va être mis en place et qui est en train de se faire développer sous peu. Là, en ce moment, là, si vous allez du côté du pont Jacques-Cartier, vous allez voir le réaménagement justement de la station de pompage Greg qui est juste en dessous du pont Jacques-Cartier. Donc, là-dessus, le centre-ville de Montréal se porte très bien en ce moment. Même si l'activité économique du Québec est réduite en ce moment, on ne sent pas encore l'impact sur les loyers. La clientèle assez jeune qui gravite à Montréal, qui occupe les espaces résidentiels, qui y vivent et aussi qui occupe les espaces lifestyle, les restaurants, etc., continue de consommer, ce qui maintient les valeurs en place. Toujours un engouement pour les immeubles en béton de taille, des plans d'aménagement importants qui vont être mis en place actuellement et à travers les prochaines années pour permettre une densification certaine. Si vous avez des acquisitions à faire pour les immeubles existants, allez vous situer du côté ouest de Montréal, cherchez des immeubles en béton. Du côté est de Montréal, achetez des sites, des terrains pour redévelopper. À travers les années, vous allez faire certainement une acquisition qui va être bonne pour vous. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se voit la prochaine fois pour le prochain état du centre-ville de Montréal.